Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission en ce jeudi 28 janvier. Bonjour Doc Mayou. L'horloge a mis fin à un moment intimiste. Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue On les vous laisse... abonnés, joignez-vous parce qu'on a du pain Oui, sur la tablette. OK, oui. On est prêt, on est en forme. En tout cas, moi, je le suis. Je sais que le Doc l'est. Vous voyez, là, ce matin, là, À ceux qui son ont... âge, je me sens pas trop, là. Non, mais en plus, là, moi, je vois plein d'avantages, Doc, aux gens à ce qu'ils s'abonnent le matin à 9h30. Ils vous ont manqué en robe de chambre pour commencer. Il n'y a pas personne... Ça, c'est juste dans le meeting qu'on voit ça. Écoute, à 8h30, j'ai fait mes exercices, mon entraînement matinal. Ensuite, j'ai accordé à 8h40 une entrevue préenregistrée sur Choix Radio X, Camille et Danny Hull. Et après ça, ben là, j'avais faim, j'ai déjeuné. Puis pour réaliser que j'étais encore en robe de chambre. Bon, Moi, là, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ça fait, on est notre petite gang, on est ensemble. Il n'y a pas ailleurs personne. Il y a juste vous, il y a juste dans notre émission qu'on va assister à ça. J'aime ça, ça fait naturel. C'est pour ça que je le dis vraiment gentiment que les gens ils ont manqué ça. Puis en plus, on va parler de choses sérieuses. oui. Là, on est en train de vivre de quoi? Moi, je trippe. Parce qu'on a ajouté une formule dans l'émission le 9h30. On peut l'appeler de même aussi, le 9h30. Oui. Ça pourrait être ça, on va dire à Jean-François, le 9h30. Parce que c'est deux identités. Tu sais, l'émission qu'on fait là, c'est le psychiatre à l'écoute. C'est ça, là. Puis on est tous témoins de comment vous travaillez puis que les gens cheminent. Mais le matin, là, c'est de l'actualité, c'est un regard perçant sur l'actualité. Puis là, en plus, on a ajouté la possibilité que des gens lèvent la main pour commenter, pour réagir. Dans mes rêves les plus fous, là, on ne pouvait pas partir plus fort ce matin. Puis la personne en plus qui a levé la main a dit « Je n'aurais jamais appelé, mais puisque c'est anonyme, j'appelle. » Et c'était un moment incroyable. J'en dis pas plus, vous vous abonnerez. Mais parce qu'on veut le garder, là. On veut le garder, cet anonymat-là. Puis la personne qui a appelé ce matin, on veut qu'elle rappelle. Puis d'autres également qui vont se sentir en confiance puis qui vont appeler et nous partager de l'information. Donc, et en passant, pour ceux qui disent « c'est trop tôt pour moi », ceux qui s'abonnent au meeting, vous pouvez le regarder en rediffusion à l'heure qui vous convient. Moi, j'ai les statistiques là, du nombre d'abonnés au meeting, puis c'est le quart seulement qui est en direct. Le 3/4 écoute en rediffusion. Mais ça vous appartient. OK? Fait que donc, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Ça, c'est la partie meeting. Hey, je vais dire ça, j'aime ça, le 9h30. Le 9h30, puis le 10h30. Ça va être ça. Et je ne le savais pas ce que tu viens de dire. Je fais l'émission avec toi. Non, Doc. Il faut garder ça pour le 10h30, libre et sans tabou. Non, ça, il faut le garder, ce titre-là. OK. Parce que ça dit tout. Tandis que le 9h30, ça fait comme, tu sais, bulletin d'info. Tu sais, ça fait... En tout cas, pour en jaser, là. Mais je ne savais pas que les abonnés du 9h30 pouvaient l'écouter en différé lorsqu'ils veulent. Oui, lorsqu'ils veulent. Ils payent pour ça. Fait qu'ils peuvent le réécouter lorsqu'ils veulent. À partir de quelle heure, concrètement, là? Ça, il faudrait que Jean-François me le dise, là. Mais, on va tout vous donner l'info. Ils ont leur lien dans leur courriel personnel, là, sur Patreon. OK? Fait que c'est juste eux autres. Il n'y a pas personne d'autre. C'est pour ça que je dis que c'est anonyme parmi les abonnés du 9h30. OK? Bon, quelqu'un me confirme que c'est en après-midi que ça arrive, le lien. OK. Bon. Hey, mais juste avant qu'on continue, pendant qu'on est dans la poutine, là, j'ai des statistiques pour vous. Allons-y. Alors,
juste le mois de janvier, puis il y a 28 jours qu'on est rendu, en 28 jours pour le mois de janvier, en vue YouTube et Facebook, on a 1 million. Non. Et on a fait les statistiques. Notre moyenne, c'est 1 million par mois qu'on va chercher de vues avec YouTube, les extraits. Ça, là, c'est la partie cachée que vous ne voyez pas. Ça, c'est la job de Jean-François. Fait que c'est lui qui met les extraits, qui met ça partout, qui passe des émissions, qui fait des premières. Ça vous dit rien, là? Ça, c'est la job de Jean-François. Fait que là, notre moyenne, là, c'est 1 million de vues par mois. Fait que c'est... Non, en passant, Michael, on est très loin du million de dollars. mais c'est ça. Non, c'est enlever des piastres, là. C'est ça. On n'est pas riche encore, là, en passant. On ne l'est pas. On le souhaite. mais on ne l'est pas. Là, c'est encore dans le rodage, fait que c'est ça. À vous? Oui, juste une petite parenthèse. Quelqu'un que je connais m'appelle pour me dire qu'il avait écouté un segment sur YouTube. Oui, c'est ça. Ça, c'est les extraits. D'environ, est un peu, là, je ne veux pas vous induire en erreur. Écoute, c'est soit aux 8 minutes, il y avait une pause publicitaire. Et voilà. Ça, c'est une stratégie de Jean-François. Parce que nous, là, on espère faire des revenus avec YouTube. Okay? Quand la pub elle passe, puis qu'elle est regardée plus que 3 secondes, je pense, ça nous donne des scènes. Okay? Mais c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Là. Et à 8 minutes, on a d'autres scènes. Fait que c'est pour ça que Jean-François a rallongé les extraits pour que le même extrait soit plus payant. Okay? On est assez transparent? Hein? C'est ça l'affaire. C'est le même que ça. Fait que c'est avec des scènes qu'on va faire des pièces. Fait que voilà. Et j'en suis fort aise et très fier. Bon, ceci étant dit, avant qu'on aille aux appels, oui, une nouvelle La Palissade créée par Maillot. Okay. Une médaille, ça a 3 côtés, les amis. C'est bien de valeur, ça n'a pas 2, comme on s'est évertué à nous faire croire. Une médaille, ça a 3 côtés, 2 faces et l'épaisseur. Dans le cas de Julie Payette, on a un côté la version des employés. Sur le côté de la médaille, sur l'épaisseur de la médaille, le résultat de l'enquête, de l'enquêteur. Il nous manque le 3e côté, la 3e face, qui est l'envers de la médaille. José, qu'est-ce que tu dirais si on faisait des pieds et des mains pour avoir en entrevue la version de Julie Payette? On peut l'essayer. On n'a rien à perdre. Ça ne tente pas de me demander en entrevue Régent Tremblay, il me semble que ça serait plus facile. Là, vous me demandez tout le temps des affaires impossibles. Cette femme-là, un génie humain, est devenue un monstre relationnel. On n'a pas eu du tout sa version des 3 dernières années. Elle mérite, sur le plan humain, l'opportunité d'être entendue. Comme, souviens-toi, nous avions fait avec Mme Thibault, Lise Thibault. On avait eu son compagnon à Québec. Tu te souviens de ça? Il était dans son auto. Est-ce que c'était avec toi ou avec Catherine Godreau? Je pense que c'était avec Catherine. Nous, dans notre émission, on n'avait pas, pas d'invité. Non, c'est avec Catherine Godreau. On l'avait eu. Il était sur la 20, en transit sur la 20. Julie Payette, de Génie humain,
est devenue un monstre, elle mérite tout au moins qu'on lui fournisse un espace de parole où elle donnera sa version. Qu'est-ce que tu en dis? L'idée est excellente. Question technique. As-tu signé une entente, elle, de confidentialité? Y a-tu de quoi te signer? As-tu le droit de parler? Ben, Là, elle a démissionné. un jour ou l'autre, elle va Premièrement, devoir... je ne crois pas à la démission. Moi, je pense que c'est fait dire d'écrire une lettre de démission. Ça, je suis convaincue, la main dans le feu. Là. Ben oui, fait que, c'est évident. On lui a montré le rapport, puis... Oui. Ça fait qu'à ce moment-là, je me demande... Mais on va l'essayer. On peut l'essayer. Je n'ai rien contre le fait d'essayer. J'aime rêver grand. J'en étais convaincu. Et comme a écrit Nathalie avec le doc, il n'y en a pas de zone de confort. Là, je suis un petit peu trop confortable dans ma job. Alors, on va... Les auditeurs, spectateurs, simplement pour l'écouter. Écoutez sa version. Pas écoutez, elle a une version. Elle a le droit de parole. Pays supposément libre et démocratique. Pays libre. OK, on jase. Je suis libre, moi aussi, là. Je vais vous le dire, ma façon. C'est que, d'après moi, là, la connaissant... OK, puis ça va se ramasser. Si je dis ça, elle ne voudra pas venir nous parler, mais en tout cas, je pense qu'elle est très imbue d'elle-même. Et les gens qui ont l'ego, là, elle aurait voulu dire sa version, d'après moi, à tout le monde. Là. S'il n'en avait été qu'elle, d'après moi, elle aurait même fait une conférence de presse pour se justifier, pour dire que c'était pas elle le problème, que c'était les autres le problème. Ça fait que c'est ça que je pense. Ça fait que c'est pour ça que je suis convaincue qu'elle a une clause de confidentialité, qu'elle n'a pas le droit de dire qu'est-ce qui s'est parlé. Fait que c'est parce que les narcissiques, là, ils veulent la place, ils veulent le micro, ils veulent se justifier, puis ils veulent dire qu'ils sont plus hauts que les autres. Fait que c'est ça que je pense. C'est pour ça que je me dis que c'est pas mal mission impossible, mais je vais l'essayer. OK? Fait que je vais l'essayer. OK. Parfait. OK. Exactement. Elle sera, tout le monde en parle, ta barouette. C'est sûr qu'ils se sont garochés, tout le monde en parle pour l'avoir à l'émission, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer. OK. Maintenant, Doc, nous avons quelqu'un qui a levé la main. Alors, de maintenant, on va donner la parole à Sophie. Et après Sophie, la place est libre. Donc, si vous voulez nous parler, levez la main. Moi, je veux qu'on soit dans le jus aujourd'hui. Je veux qu'on passe plein de monde. Alors, bonjour Sophie, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Sophie. Je voulais savoir, est-ce que la maladie mentale ou des troubles mentaux, c'est la même chose? Oui, synonyme, exact. Trouble mental, maladie mentale. Trouble mental est un peu plus large. Ça peut inclure, par exemple, l'état de stress post-traumatique suite à un trauma vécu, qui n'est pas une maladie à proprement parler, comme la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire. Okay. Alors, il y a des nuances. C'est pas tout à fait synonyme. Par exemple, la déficience intellectuelle est définitivement un trouble mental, mais ce n'est pas une maladie. C'est une naissance. Puis, quelqu'un qui a des problématiques sur... je dis ça parce que, tu sais, souvent, on entend à la télé, par des psychologues ou peu importe quel professionnel ou pas, concernant, par exemple, le suicide ou la dépression, souvent, il résultent des troubles mentaux. Mais comment? Moi... Attendez un peu, votre volume a tombé. Oui, c'est comme ça avait un changement là, dans votre audio. Ah, excusez-moi. Oui, c'est parfait. Reprenez votre dernière phrase, vos deux dernières phrases, s'il vous plaît. Oui, parce que souvent, j'écoute certaines émissions, des fois à la télé ou peu importe, puis quand il y a, ça parle par exemple de suicide ou de dépression, souvent, on entend la réponse facile, je trouve que c'est une généralité. Ah, c'est la maladie mentale, il faut en parler, blablabla. Moi, selon mon expérience, en tout cas, je ne sais pas, là, c'est peut-être vous qui pourrez m'aider à démêler, mais je n'ai pas l'impression que c'est le suicide ou, en tout cas, au moins les tentatives ou
Les dépressions, je n'ai pas l'impression que c'est toujours relié à de la maladie mentale. Est-ce que je me trompe? Exact. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, un homme extrêmement possessif qui est jaloux, un jaloux morbide, c'est un trouble mental et il peut se suicider assez facilement, voire même tuer. OK. Ce n'est pas une maladie qui le ronge. Lorsqu'on parle du TOC, du trouble obsessif compulsif, on est probablement beaucoup plus du côté de la maladie du cerveau que du trouble psychologique. OK. Puis, Alors, écoutez, chaque cas devient un peu un cas d'espèce, là. puis Oui, allez-y. par exemple, peu importe les raisons pourquoi qu'une personne aurait eu des tentatives de suicide ou peu importe. J'ai perdu mon idée. Ben, c'est ça, c'est pas nécessairement toutes les tentatives de suicide ou les dépressions qui doivent être traitées avec des médicaments, si ce sont pas des maladies. Exactement. Ben oui, vous avez tout à fait raison. Par exemple, chez les personnes atteintes de schizophrénie, 1 sur 10 va s'enlever la vie. C'est le chiffre qu'on véhicule officiellement. 3 sur 10 vont tenter une tentative qui aurait pu finir par un décès. Ça, c'est seulement chez les personnes affligées de la schizophrénie, évidemment, insuffisamment soignées ou pas soignées du tout. Alors, une personne qui souffre de schizophrénie, mais qui est bien soignée, qui est quasi asymptomatique, voire totalement asymptomatique, ça n'enlèvera pas la vie. OK. Par contre, chez les toxicomanes aussi, les alcooliques toxicomanes, les tentatives de suicide sont fréquentes et peuvent être létales. Je n'ai pas de chiffres à vous donner concernant la toxicomanie et l'éthylisme, l'alcoolisme sévère, mais beaucoup vont faire des grosses tentatives de suicide. Et OK. ils ont une dépendance. Ce n'est pas un trouble mental ni une maladie mentale. Parce que je dis ça parce que je trouve, on dirait comme je vous dis, soit les psychologues à la télé, dans les émissions et tout ça, je trouve qu'ils généralisent puis ils mettent dans un genre d'étiquette, puis on dirait que ça m'insulte un peu de tout le temps dire maladie mentale. Mais quelqu'un peut avoir des problèmes qui entraînent depuis son enfance, on sait, par rapport à plusieurs, je ne sais pas, là, des faiblesses que ses parents avaient, ce qui s'est éteint sur elle. C'est pas de la maladie mentale. Moi, j'en suis la preuve. Puis, j'ai fait des tentatives de suicide là, il y a à peu près 10 ans et tout ça. Puis, j'ai jamais je ne sais pas si je suis dans le champ, mais je pense pas que j'avais de la maladie mentale. Sinon, Sophie, beaucoup de personnes malheureuses vont finir par s'enlever la vie dans tous les groupes d'âge. Je répète, beaucoup de personnes profondément malheureuses suite à leur enfance vont finir par s'enlever la vie. Oui. Ils n'ont pas de troubles mentaux, ils n'ont pas de maladie mentale, mais ils sont handicapés émotionnellement à un point tel que pour eux, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ou tout simplement d'avoir de la misère à fonctionner sur certains points. Des fois, ça peut être le point professionnel. Moi, c'était mon cas là, en début de carrière. Fait que, tu sais, mais moi, ils ont voulu quand même me donner des antidépresseurs. J'en ai pris à peine. Je les ai tout de suite arrêtés. Par contre, c'est sûr que ça m'a pris 4 ans sans aide, vraiment, parce que l'aide que j'ai eue, moi, ça ne m'aidait pas. Je trouvais que c'était juste du gna-gna. Puis, Sophie, j'aimerais ça revenir, si vous me le permettez. Là, sentez-vous à l'aise de refuser, mais quand vous avez fait vos tentatives de suicide il y a 10 ans, c'était vraiment à cause d'un début de carrière? Vous l'avez attribué à ça? À votre travail? Ça, c'était l'élément déclencheur parce que je vais aller longtemps j'ai assez cherché longtemps à le résumer en quelques mots, là, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais moi, je comprends très bien ce qui m'est arrivé. Puis, c'était pas de la maladie mentale. Je n'avais pas de dépression parce que je pleurais pas. J'étais capable quand même de dormir, mais j'étais très angoissée puis tout ça. C'est que, dans le fond, moi, comme toute personne de après le début vingtaine, j'avais étudié dans un domaine, puis étant donné que je ne voulais pas d'enfant à ce moment-là, j'étais en couple avec mon conjoint, on avait une maison, puis
Je savais que dans la vie, tu as deux choix. En général, tu travailles ou tu as des enfants puis tu t'en occupes si tu veux en avoir. Mais moi, je ne voulais pas d'enfants. Fait que dans ma tête, il faut que je travaille. Puis c'est ce que je voulais faire. Sauf que, je ne sais pas, je manquais beaucoup d'outils dans la vie. Ça avait bien été à ma formation. Par contre, quand je suis arrivée sur le milieu du travail, j'ai eu un emploi. Ça a été long. J'ai eu de la misère à m'en trouver un. Puis l'emploi que j'ai eu, on dirait que j'étais complètement handicapée mentalement. Pas mentalement, mais j'étais comme handicapée. J'essayais de faire une tâche. Je ne réussissais pas à la terminer. J'essayais quelque chose d'autre. Je ne réussissais pas. Je paniquais. Ça a dégénéré bien raide. Puis après ça, ça a été une dégringolade. Là. Je me suis mis à me dire, bon, mais si je ne peux pas travailler, je vais faire quoi? Je ne veux pas d'enfants, mon chum va me laisser, je vais me ramasser dans la rue. Puis là, j'ai une grosse angoisse, puis ça a commencé comme ça. Fait que c'est la solution que j'ai vue, mais évidemment, j'étais fragilisée comme personne quand même, puis j'endurais bien des affaires. Pas externes, ça allait bien à ce moment-là avec mon chum, puis mes parents, ben je ne restais pas avec eux, fait que je ne les voyais pas tant. Là. Mais c'était vraiment moi comme personne. Dans ce temps-là, j'avais beaucoup de. Je me fiais beaucoup au regard des autres. J'étais insécure. J'avais pas d'autonomie plus que ça, à part pour moi-même. Là, mais j'avais déménagé avec mon conjoint qui, lui, avait déjà un appartement. Fait que j'ai embarqué dans son lit. Mais moi, c'était pas moi, dans le fond, qui avait rien bâti. Fait que c'était toute cette remise-là en question là, qui avait été qui m'a tombé dans la face d'un coup. Oui. Sophie, vous avez quel âge actuellement? Là, j'ai 39. Vous avez 39 ans. Et vous avez mentionné qu'à 20 ans, début vingtaine, Oui. vous manquiez d'outils pour la vie. Oui. Qui outille les êtres humains pour la vie? Bien, c'est mon père puis ma mère. Là, je sais pourquoi je n'avais pas d'outils, de toute façon, là, par rapport à eux. Pardon? Je sais comment l'attribuer à chacun de mes parents, là, pourquoi j'avais mal été outillée. Allez-y. La part de chacun? Oui. Ma mère, malgré le fait que c'était une mère aimante et tout ça, c'était une personne qui elle-même n'avait pas beaucoup d'outils. C'était pas quelqu'un qui avait été capable d'amener un enfant à se dépasser, à relever des défis, à s'épanouir, parce qu'elle-même, elle ne l'était pas. Fait que ça, c'était concernant ma mère. Vous savez, Sophie, ce qu'elle n'est pas, on s'en fout pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a été? Elle a été quelqu'un de maternante. Elle a été quelqu'un d'aimante. Sauf qu'elle était quand même low profile. Elle ne m'a pas appris grand-chose parce que, comme je dis, elle ne savait pas grand-chose. Mais ce qu'elle m'a appris quand même, c'est qu'elle était là à la maison puis elle était présente physiquement. Là. Puis, elle essayait du mieux qu'elle pouvait, hein, sauf qu'elle était mal outillée elle-même, je crois. Là. Est-ce que c'était une femme autonome et fonctionnelle? Si elle était fonctionnelle, bien, dans ses tâches de la maison, puis physiquement pour s'occuper de. Physiquement, là. Est-ce qu'elle conduisait un auto? Oui, elle conduisait. Mais c'est sûr qu'elle n'était pas habituée. Là, c'était pour les rendez-vous. Puis, Est-ce qu'elle était capable de s'éloigner, d'aller dans une grande ville au volant d'une auto? Oh, je ne penserais pas. Là. La réponse est non. Sûrement pas, oui. Bon, merci. Le plus loin qu'elle est allée au volant d'une auto par rapport à son domicile, moins de 30 km ou plus de 30 km? Non, c'est ça, dans les alentours de 30 km. Vous avez 39 ans, que je rappelle aux auditeurs. Mm-hmm. Et le bonhomme, lui, allez-y. Ben lui, il aurait peut-être pu m'aider un peu plus à m'outiller, sauf que je me suis éloignée de lui parce qu'on avait un peu le même caractère. Puis je pense que lui, dès le très bon âge, j'ai essayé de me casser là, mon caractère en me punissant, en m'envoyant dans ma chambre, puis tout ça. Là. Fait que moi, je me suis éloignée de lui. Et quel comportement délinquant aviez-vous pour être aussi châtié par le bonhomme? C'était mon attitude. J'étais assez bête, assez direct. J'étais comme ça avec ma mère, elle se laissait faire. Puis lui, quand il me prenait sur le fond, il me mettait en punition dans ma chambre. Ben oui.
Espèce d'impoli. Ouais. C'était mon tempérament là, qu'il n'aimait pas, tu sais, je le sais. Fait que... Ouais, à qui vous ressembliez, vous? Mais à lui, évidemment, T'as il n'aimait entendu, pas son José? miroir. Il punit la petite parce qu'elle réagit comme lui. Un Tout à méchant fait. bozo. Dans quel Oui, coin de la nation avez-vous grandi? au Saguenay. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait, notre bozo? Il était fonctionnaire. Ah bon, instruit en plus? Ben, pas tant. Il dit que pour lui, dans son temps, là, ça équivalait au secondaire 5, là, mais il était formé sur le corps là-bas. Oui. Et c'est sûr que quand on grandit avec deux bozos, on n'est pas équipé pour faire face à la vie comme jeune adulte, n'est-ce pas? Non, c'est ça, je n'étais pas équipée. Puis je pense Est-ce que qu'il est les au autres. courant, le bonhomme, que ça vous a poussé, ça a fait germer en vous des idées de vous suicider? Es-tu au courant de ça? Non, non, il n'est pas au courant, mais tu sais, je dirais pas parce que tu sais, il est trop tard, là, à un moment donné. Non, 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 je vous demandais, je ne pas un reproche. Je vous Mm. demandais. Parce que des bozos comme lui, là, c'est plein. Non, Ils aiment tellement ça maintenant, c'est très moderne. Vous aviez un bozo très contemporain comme géniteur. Ils aiment beaucoup punir les petites, casser leur caractère. Et on n'ira pas plus loin pour ce matin. Vous avez un bébé à vous occuper. Puis il est très cute en passant. C'est le fun de l'entendre placoter. Bye, Sophie. Merci de votre appel. Les bozos comme ça, là, c'est plein. Oui. La petite a une attitude. Imagine, elle répète des comportements. Sur le plan du tempérament, elle a des caractéristiques communes avec lui. Puis la petite, il veut la casser. C'est plein. Les nouvelles vagues, là, les papas de nouvelles vagues, c'est plein de ça. Alors, sachez, les papas nouvelles vagues, que plusieurs de vos filles vont avoir des idées suicidaires, imaginez-vous donc, à cause de vous. Puis la nouille, ben, elle laisse faire. Ah, ben, moi, je suis démuni. Moi, je suis démuni. Moi, cette partie-là, vous n'êtes pas allé nécessairement, mais sur le chat, plusieurs l'ont remarqué que ça sentait beaucoup la protection, là. Une mère maternelle, moi, j'ai des petits doutes, là. Une mère maternante, ça n'amène pas sa fille à avoir des idées suicidaires, là. Fait que mais à prochain appel, Sophie, on pourra peut-être y aller de ce côté-là. Ouais. Écoute, la bonne femme, elle fait des enfants, puis elle n'est pas capable de se mettre, prendre l'auto, puis elle est plus de 30 km de la cabane. Vole pas haut! Pit, pit! Petit oiseau, il est faible des ailes. Moins de kilomètres, c'est pas loin, les amis. Hey, c'est entre Chicoutimi et Jonquière. Comme dit Lucie, là, la question de départ est intéressante. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, trouble mental versus maladie mentale, puis le fait que dans les médias, la journée du suicide, c'est toujours des problèmes de santé mentale ou des troubles. Il me semble que c'est une façon de... Comment je pourrais dire ça? Pas de déresponsabiliser, parce que le suicide, j'ai l'impression que c'est une décision qui appartient à chaque personne, mais c'est une façon de mettre un tampon. Au lieu de dire non, voici, la personne s'est suicidée pour telle raison. À un moment donné, on en avait genre l'autopsie, là. Comment ça s'appelait? L'autopsie psychologique, c'est ça? Exact. Ça serait intéressant. Et là, on aurait des vraies raisons, des vraies histoires. Puis là, ça remettrait d'autres personnes en question. Mais on disait, personne, c'est tabou. C'est tabou. Hey, ça ferait quoi? On s'est rendu compte que la petite, elle avait été violentée par sa mère quand elle était jeune. On s'est rendu compte. Hein? Hey, on ne veut pas aller là au Québec. À nulle part, on va aller là. Tout à coup que le père, le géniteur de notre amie Sophie, est très actif pendant la semaine de prévention du suicide. Ce qui est fort probable. Fonctionnaire,
mine de rien, ils s'impliquent dans la prévention. C'est beau. Je les adore, ceux-là. Pas comique du tout. Vous n'êtes pas Il me comique, vient les tellement amis. d'exemples en tête, là. Il me vient des exemples, là. De personnes qui s'impliquent De, alors de que personnes, autant hommes que femmes, qui s'impliquent après un drame pour aider les autres. Mais ils ne se regardent pas pendant ce temps-là, là. En tout cas, ça met le projecteur ailleurs. Exact. Souvent. À qui la parole? À qui la parole? Alors, là, c'est rare, là. Coudonc, avez-vous peur qu'on ne vous prenne pas? Parce que là, on dirait que depuis qu'on a dit que c'était plus premier arrivé, premier servi, que ça arrive au compte-gouttes les appels. Donc, OK, bon, excellent. Alors, Joey, merci. Bonjour, bienvenue. On vous écoute. Salut. Joey avait levé la main quand même assez rapidement tantôt. Bonjour, Joey. Salut, j'aimerais vous parler de la honte, le sujet de hier à la fin de l'émission. Oui. Quand j'ai eu 6 ans, ma mère a acheté un attrapeur de rêve. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Capteur de rêve. Capteur de rêve indien. Supposément, les mauvais esprits se pognaient dans les fils. Puis là, quand le soleil se levait, ça faisait disparaître les mauvais esprits. Fait que là, un moment donné, je lavais ma chambre, je lavais ma vitre, puis j'ai enlevé le capteur de rêve pour laver ma vitre, puis j'ai oublié de le remettre. Puis le lendemain, ma mère, elle s'en est rendue compte. Puis là, elle a capoté. Puis elle s'est mise à dire qu'il y avait des mauvais esprits dans la maison. Puis là, on ne peut plus parler parce que les mauvais esprits pouvaient entendre ce qu'on se disait. Ben oui. Puis il fallait rester silencieux au souper. Puis moi, j'avais invité un ami. Joey, puis... votre mère, fort possiblement ou probablement, souffrait d'une maladie comme la schizophrénie non soignée, non diagnostiquée. Et ça donne un paquet de comportements anormaux du type que vous avez commencé à nous rapporter et que vous continuez à nous rapporter, Joey. Ouais. Puis c'est ça, j'ai un ami qui était venu un soir, puis on n'avait pas le droit de parler, fait que je peux vous dire qu'il n'est pas revenu après ça. Là, Oui. Puis elle avait aussi... Ça peut être dévastateur d'avoir un parent, pour des enfants, d'avoir un parent psychotique non soigné. Ouais, puis elle avait ses cristals aussi. Ça, j'avoue que je n'ai jamais compris ce qu'elle faisait avec ses cristals. C'est-à-dire? Les cristals, elle les sortait les soirs de pleine lune, mais juste quand il y avait une pleine lune, parce que sinon, ils se vidaient de leur énergie. Puis il fallait qu'elle les garde dans des espèces de boîtes, des boîtes là, spéciales en métal. Puis ça, c'était des cristaux magiques. Puis je n'ai jamais compris c'était quoi cette affaire-là. Là. Mais concrètement, les cristaux magiques avaient l'air de quoi? Des quartz, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu les affaires dans les cavernes. Là. Des quoi? Des quartz. Là, tu sais, les faux diamants qu'ils appellent. Ouais. Oui, des quartz. Mais plein de couleurs. Là, puis c'était rose, puis c'était bleu, puis c'était jaune. Oh, oui, des breloques. On appelle ça des breloques qu'elle avait pris où? Au Dollarama? Je pense qu'elle allait à une boutique spéciale, là, parce qu'elle m'en a acheté un moment donné. Là. Puis elle disait que ça enlevait, là, je ne sais plus trop quoi. Là. Je ne comprenais pas trop. Là. Ben oui. Je trouvais ça bizarre. Là. Je me souviens, j'avais genre 7 ans, puis je trouvais ça bizarre. Ben oui, elle l'était. Elle l'était. Puis vous nous avez révélé hier que plusieurs personnes dans la famille de votre mère et de votre père ont été traitées en psychiatrie. Est-ce que j'ai bien compris? Non, ça, c'était pas moi. C'était peut-être un autre. C'était un autre. C'est un autre. Oui, bon. Excusez, il y en a tellement maintenant, on finit par se mêler. Hein. Et vous, du côté de votre mère, est-ce qu'il y en a qui ont été, à votre connaissance, évalués, traités en psychiatrie? Oui. Bon. Puis la réponse va être bonne pour vous aussi. Ouais. Ben oui, écoutez, la schizophrénie, c'est une maladie qui touche un adulte sur 100. Ouais, c'est beaucoup. 1% de la population va développer la schizophrénie comme jeune adulte. C'est beaucoup de monde. Et compte tenu que la schizophrénie est beaucoup moins sévère souvent chez les femmes, beaucoup moins sévère que chez les hommes, certaines femmes peuvent avoir des enfants, élever des enfants, et que leur maladie, que leurs idées délirantes ne soient jamais amenées à l'attention d'un médecin.
Mais je veux juste poursuivre là-dessus parce que moi, dans ma carrière, Doc, vous saviez le nombre d'émissions que j'ai faites là, sur les esprits, sur les affaires ésotériques, etc. Il y a du monde fonctionnel là, qui croit dur comme fer. Là. Moi, j'ai même un homme d'affaires que je connais. Là. Puis c'est un homme d'affaires prospère. Là. Lui, il croit que quand il va voir une madame, il est capable de parler avec sa mère qui est morte. Là. Tu sais, c'est ça qui est spécial. José. Oui. Il y a les idées surinvesties, véhiculées par l'entourage, comme les idées religieuses. Il y a des fixations au stade de la pensée magique qui résultent d'un arrêt du développement psychologique de plusieurs individus, certains très talentueux, et il y a des idées délirantes consécutives à une maladie. Tout ça existe. Alors, ton bonhomme qui est très fonctionnel peut très bien être demeuré fixé au stade de la pensée magique. Puis lui, ben, de la magie, il aime ça, puis il en prend, puis il en mange. Puis il est fonctionnel. Maintenant, lorsque vient le temps d'élever des enfants, là, c'est plus drôle du tout, là. Là, la chicane pogne, il va les frapper, il va être violent. Ben oui, parce que là, il y a des enfants qui vont l'envoyer promener. Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il avait fait venir quelqu'un pour nettoyer la chambre du petit des esprits. Aussi. Ah oui, c'est Ben quelque oui, chose, puis là. l'exorcisme. Purifier la maison. J'ai rencontré à plusieurs occasions dans ma pratique des êtres humains qui avaient été exorcisés. Entre autres, il y en a un de la Mauricie qui est allé se faire exorciser sur la Côte-Nord. Évidemment que les entités ne l'avaient pas quitté. Et Mayou, avec un petit traitement aux antipsychotiques, a amené un changement colossal dans la vie de cet individu-là. Mais vous, Joé, quel impact ça a eu dans votre vie d'avoir grandi là-dedans, là? Oh, j'essayais de pas trop rester à la maison, là. Surtout les fins de semaine, des fois, c'était lourd. Je n'ose même pas vous parler comme maintenant, elle s'est fait vendre une espèce de grosse affaire de cristal, là. Une espèce de gros cristal. Qu'elle avait payé combien? Je sais pas, mais j'étais déjà allé dans un magasin de même, puis c'était pas 5$. Là. C'était probablement plus que 100$ minimum. Ouais. Puis là, elle disait quelque chose comme, ben là, ce cristal-là, il pointe vers le ciel, puis ça concentre les énergies cosmiques en un point. Oui. Alors, les propos délirants, si on commence à vous écouter sur toutes les idées délirantes qu'aurait pu avoir votre mère, je pense qu'on va être là dans 3 semaines. Puis en terminant, votre père, lui, clair. là-dedans, votre père réagissait comment, tout ça? Ah, il avait son délire à lui aussi, c'est encore pire. Fait que, il allait chercher de l'eau de Pâques. Là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette tradition-là. Oui, ben oui. Il disait que ça guérissait toutes les maladies, puis que lui, il n'avait jamais été malade. Puis son père, à lui, il fumait un paquet par jour, puis il buvait une 15 de 24, puis il était mort à 90 ans, puis c'était pas parce qu'il était malade. Regardez, c'est un bel exemple d'une idée surinvestie. Alors, l'eau de Pâques, c'est une idée religieuse partagée par un clan, par une secte, par des membres d'une secte. Ça, c'est catholique, ça. Ouais. Oui, mais c'est sectaire quand même. Catholique mon œil, c'est sectaire. Alors là, il partageait, évidemment, les sectes ont beaucoup recours à la pensée magique. Un moment donné, je me suis pété aux genoux, j'avais un chagnet, là. Puis là, mon père, il voulait me mettre de l'eau bénite là-dessus. Puis moi, j'étais quand même pas très taré. Je me suis dit, mettre de l'eau boueuse sur une plaie ouverte, c'est peut-être pas l'idée du siècle, comme vous dites. Joé, l'eau bénite est recueillie d'une source avant la base du jour. Exact. Donc, l'eau est très froide au printemps, au mois d'avril à Pâques. L'eau de Pâques, écoutez, c'est une eau, lorsqu'elle coule de la source, qui est très froide. Elle n'est pas boueuse. Ben, il a gardé dans une bouteille pendant un bout, là, mais peut-être pas et elle boueuse, demeure mais... belle parce qu'elle a été recueillie quasi au stade de glace. Moi, elle était comme... Parce que moi, j'ai vécu ça, là. Parce que moi, avec ma grand-mère, quand j'étais petite, on allait à Cap-de-la-Madeleine. Vous connaissez ça, au sanctuaire? Oui.
Puis là, on revenait tout le temps avec une petite bouteille d'eau bénite. Puis là, quand j'avais mal à la tête, moi, c'était comme huileux un petit peu, le souvenir que j'ai. Mais le pire souvenir, c'est que ma grand-mère avait peur des orages. Puis quand il y avait des orages, elle achetait de l'eau bénite ses murs. Ça, c'était bien plus peurant pour moi que l'orage. Oui, c'était fréquent. Puis il mettait souvent, il pouvait la délayer ou la mettre avec de l'huile de Saint-Joseph. Ah, c'était ça, possiblement, parce que moi, c'était comme huileux, là. Je ne sais pas que l'huile de Saint-Joseph, là... Va me ramener des souvenirs, Joey. Ah, mais merci. Oui, alors c'était des idées largement répandues à l'intérieur d'une secte. Ouais. Puis, c'est ça, un moment donné, il s'est mis à manger, juste des retailles d'hostie qui vendent aux dépanneurs. Il s'est mis à manger juste ça pendant 3-4 jours, là, puis c'était vraiment... Je sais pas trop. Je ne parlerai même pas des herbes de ma mère. Là. Oui, c'était des parties de corps du Christ. C'était les 40 jours de, je ne sais pas trop, le carême. Là. Oui. Il décidait qu'il mangeait juste de l'eau puis des retailles d'hostie parce que je ne sais pas trop. Je comprenais plus. Ma mère, elle avait ma génitrice, elle avait ses herbes. Je n'ai jamais compris ça non plus, ce que ça faisait. Je ne veux même pas vous en parler, parce que c'est tellement ridicule que, comme vous dites. Les herbes, voyez-vous, il y a des idées délirantes puis des idées surinvesties ou des éléments de fixation au stade de la... Et ça peut être tout mêlé ensemble, ça. Parce que les herbes, c'est pas tout à fait la même... C'est pas la même chose que les esprits puis le quartz. Ouais. Mais faut pas... Tu sais, c'est départagé, là. C'est pour ça que le travail clinique d'un psychiatre, c'est pas évident. En effet. C'est pas évident. Allez, bye, Joël. Bye, merci. Ben, ça permet de clarifier quelque chose qui est fréquent. Et, comment je te dirais bien ça, donc? Les idées surinvesties, la fixation au stade de la pensée magique, je t'assure que chez les femmes, ça roule fort et solide. Puis tu plus sais que chez les hommes. Ah oui, plus que chez les hommes. Un mot du bout. Par contre, au niveau des idées délirantes qui résultent d'une maladie mentale, là, c'est moitié-moitié. C'est 50-50. Pourtant, il y a des hommes politiques, il y a des premiers ministres qui consultaient des voyantes. Il faut se le dire, là, c'est arrivé. Là. Fixation au stade de la pensée magique. Des relents. Mais moi, j'attribue tellement ça, Doc, encore une fois, au manque de confiance. Tu sais, c'est quand est-ce que quand quelqu'un consulte une voyante, par exemple, c'est pour savoir quoi? Je vais-tu trouver enfin un homme pour moi? Je vais-tu avoir une nouvelle job? Je vais-tu... C'est comme ça avait besoin de se faire dire ça va bien aller. Tu sais, comment expliquer qu'un être humain soit fixé au stade de la pensée magique d'un enfant de 5 ans? Il n'a pas franchi les étapes antérieures. Confiance dans l'autre, développement de l'autonomie, développement de l'initiative. Si ces étapes-là ne sont pas franchies, il ne peut pas franchir le stade de la pensée magique. C'est arrêté là. Alors, il peut se faire instruire. Il peut développer, s'il en a, ses habiletés sociales, relationnelles, être politicien, puis faire comme Ronald Reagan. Nancy lui faisait faire sa carte du ciel. Et il bouquait les rencontres, semble-t-il, selon la cartomancienne. Mais René Lévesque n'en avait pas une non plus aussi. Il me semble que lui-ci, j'entends. Au Québec, là, je me demande, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui est au courant, là, même sans m'avoir entendu ça. En tout cas. Poursuivons. Nous allons parler avec une autre Sophie. Bonjour, une autre Sophie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça ne sera pas long. Sinon, on va passer à quelqu'un d'autre. OK. Alors, on va passer à Pierre-Marc. Bonjour. Oui, bonjour encore une fois. Pierre-Marc. C'est ça, comme vous avez dit, bon, il n'y a pas personne. Je me suis dit, bon, je vais m'essayer. Oui, j'aimerais ça vous parler de sexe aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Avec ma copine, souvent, elle aime bien le genre de jeu de rôle où est-ce que, bon, elle aime ça que je la prenne de force, qu'elle me dise t'as pas le droit de faire ça, t'es dégueulasse, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis elle aime les tapes ses fesses, mais ça, c'est assez fréquent, là, je pense. Là. Puis c'est ça. Puis en tout cas, bon, c'est un peu un livre ouvert. Fait qu'elle m'a comme déjà confié qu'elle a vécu de la brutalité là, quand elle était plus jeune. Puis je me demandais, tu sais, comme. C'est sûr que moi, bon, j'en profite un peu là-dedans, entre guillemets, mais je me demandais. Est-ce que c'est dans mon intérêt de participer à ça, dans son intérêt? Je veux pas faire non plus sa psychanalyse, là, mais je voulais juste avoir un peu votre opinion par rapport à ça. Vous êtes brillant. Vous êtes brillant. OK. Vous m'avez devancé OK. dans mes Bon, commentaires. parfait. Commencez à me connaître. Ouais, ça fait longtemps que je vous écoute. OK, bon, parfait. Ça veut dire que je m'en mêle pas du tout, puis c'est bien correct. C'est pas de vos maudites affaires. Excellent, excellent. Alors, si ça fait durcir votre érection, grand bien vous fasse. Parfait. Son intérêt, c'est à elle de s'en occuper. D'accord? Parfait. Et d'aucune façon, vous ne forcez la chose. Non, pas du tout, pas du tout. Non, absolument. Ça vient carrément Pour ce qui d'elle. est du jeu de rôle, vous êtes à sa botte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Oui, Merci. ça va être son initiative et oui, absolument. Puis, Doc, est-ce que je peux vous parler du consentement aussi? Allez-y. En fait, parce que moi, c'est ça, quand j'étais à l'UQAM, il y avait le discours ambiant, puis je pense que vous en avez déjà parlé par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de femmes à l'université qui invitaient, évidemment, uniquement les hommes à demander verbalement la permission à des femmes pour les embrasser dans un contexte de séduction. Puis, si je ne me trompe pas, vous avez déjà dit que jamais de votre vie, vous allez demander à une femme la permission de l'embrasser verbalement. Est-ce que je me trompe? Exact. Vous m'avez bien compris. Ben, c'est ça. Puis, moi, par rapport à ça, parce que moi, j'appelle ça un dérapage d'intello que j'ai souvent rencontré à l'université, en fait. Est-ce que je peux vous donner mon hypothèse quant à ça ou ça vous intéresse pas? Non, lâchez-vous. On vous écoute. OK. Ben en fait, est-ce que ça se peut qu'il y ait un lien avec l'inceste psychologique que ces femmes-là auraient peut-être vécu? Je m'explique. Dans le sens que, supposons que ces femmes-là ont eu un père qui s'imposait à leur fille avec des becs, des caresses. Évidemment, ça n'a jamais été demandé verbalement. Est-ce que, justement, pour être capable de lubrifier avec d'autres hommes de leur âge ou peu importe, est-ce qu'elle se devait, par exemple, de changer la dynamique? Puis c'est comme la façon qu'ils ont trouvé Pierre-Marc, en disant... Oui. L'objectif ne sera pas atteint. Ça, je suis d'accord. Elles ne lubrifieront pas plus. Je le sais, mais est-ce que Et au inconsciemment, elle cherche une façon? au contraire, elles vont être sèches. Je peux vous l'assurer. Ah, ben ça, je le sais. Puis moi, je me suis jamais plié à ça parce que... Maintenant, Pierre-Marc. Oui. J'ai dit effectivement que jamais je demanderais la permission d'une femme pour l'embrasser. Oui. Verbalement. Oui. Non verbalement, tout le temps. Ben oui, absolument. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. La séduction, il y a plein de non-verbal là-dedans. Bon, alors... Puis... Vous devez être bon, Doc, en plus. Vous devez être très bon. José Simonac. Pierre-Marc. Cuba! Oui. Hey. Cuba de ma collègue. Ah non! Hey, vous qui connaissez l'humain en plus, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû refuser quoi que ce soit. Pierre... Ouais. Oui. Pierre-Marc, oui. Vous savez, j'aime bien commencer par la main. Oui, absolument. Absolument. Monsieur, mais vous en avez... Oui, vous prenez la main et vous la caressez délicatement de vos lèvres. Mm-hmm. Délicatement. Vous effleurez sa main de vos lèvres. Ah. Persistez, pas trop vite. Et vous pouvez faire le jeu avec les jointures. Doc, je suis content que vous dites ça. Parce que moi, je me plais beaucoup à embrasser chacune de ces jointures une à une. Puis même ses phalanges aussi. Oui, tranquillement. Pas oui, trop. oui. Non. Tranquillement.
Non, c'est ça, c'est ça. Là, Tranquillement. vous êtes en train d'exciter les femmes sur le chat, là. Ouais. Marc, quel âge avez-vous, petit maudit? Ah oui, j'ai 29 ans, je m'en vais sur mes 30 dans moins d'un mois. Aïe, 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 aïe. aïe. Faut me rappeler des souvenirs. Ah oui, ben, mais Vous savez, honnêtement, je suis rendu à l'âge qu'on vit de souvenirs. Mais Ouais. c'est bon de retrouver. Dit-il. Pierre-Marc, c'est ça. merci d'avoir amené le sujet. On se reparle une prochaine fois. D'accord, Au ça fait plaisir. revoir. Au revoir. Au revoir. Et boboy de boboy. Et effectivement, mesdames, vous avez raison. Alors, je m'en vais où avec ça? Vous lui embrassez la main, les jointures, jusqu'à temps qu'elle découvre qu'elle est excitée. Vous n'aurez pas à lui demander la permission de vous embrasser. Elle va rechercher le contact labial. Si en plus vous faites bien Vous ça, n'en octroyant pourra plus. ainsi- Elle va vous pogner par le collet et elle va dire viens ici qu'on s'embrasse. Hein? Ça- Non, elle va délicatement s'approcher Aïe, et aïe, aïe. rendre disponible sa bouche, avide d'être caressée. Vous seriez bon pour écrire de la littérature érotique. Vous connaissez bien les femmes. Non, c'est pas que je connais bien les femmes, c'est qu'effectivement, j'ai un talent naturel pour la poésie érotique. J'ai découvert ça à un certain âge, ça fait quand même, ça fait plusieurs années, là. Mais une femme peut m'inspirer des élans poétiques à teneur érotique. Oui. Ah oui, ça s'entend. Ben, de temps en temps, je vous en Non, fais. non, j'aime ça, j'aime ça. On est dedans, là. Continuez. Là, il y a le cours de la main. Toutes les femmes, là, étaient toutes pendues. Il y en a qui ont arrêté de travailler, là, pour vous écouter, là. On commence délicatement par la main. Et je dois dire qu'il y a un endroit qui est méconnu chez l'être humain, entre autres chez la femme, c'est la nuque. Vous savez, messieurs, mordiller la nuque d'une femme peut engendrer en elle, sans avoir à lui demander la permission verbale, certaines effluves que vous récolterez précieusement. Faites frissonner les femmes, là. Non, non, les oreilles, je viens de voir passer, là. Non, les oreilles, allez-y mollo. Non, mais pas la première fois, là. Non, mais les oreilles, ça peut être très aphrodisiaque. Donc. Oui, mais, boy. En autant que papa et grand-papa n'ont pas léché les oreilles et mordillé les oreilles de la petite. Avez-vous bien compris? Je peux pas croire qu'il y en a qui vont faire ça, donc un père qui va aller mordiller les oreilles de sa fille, tabarouette. José, mesdames, regarde défiler l'écran. Quel est le pourcentage de femmes qui se sont faites manger les oreilles par le grand-père puis le père? Puis l'oncle? Maudit mangeage d'oreilles par le père puis le grand-père. Ça serait dégueulasse. C'est plein. C'est tellement intime. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses qu'ils font ça? En même temps, y a-tu de quoi de surprenant là? Y a-tu de quoi de plus intime que les lèvres? Puis il y a des pères qui embrassent leur fille sur leurs lèvres. Rendu là, c'est plus surprenant qu'il y en a qui embrassent ses oreilles. Qui mangent les oreilles. Lichent les oreilles. En plus. Oh. Non, la nation canadienne-française, au niveau de la transgression sexuelle intrafamiliale, c'est une honte. Non, mais les mères, je m'excuse. Moi aussi, je m'excuse. Les mères, ils sont pas mieux de laisser faire ça. Là. Moi, je fais juste de m'imaginer quand il y a des exemples de même. Moi, tout de suite, je me suis dit, il me semble d'avoir vu mon conjoint aller licher les oreilles de ma petite. Hey, arrêtez toi de là. Qu'est-ce que tu fais là? Les mères ont leur rôle aussi à jouer là-dedans. Là. Voyons. Je suis content de te l'entendre dire. La seule place qui est généralement intouchée,
par nos ignorants masculins, père et grand-père, c'est la nuque. Je n'ai pas encore vu une qui s'est fait mordiller la nuque par son père et son grand-père. Moi. Allez-y, là, les auditrices. Ouais. C'est pas parce que j'en ai pas vu ou entendu Il y en a parler une que- tantôt, il y en a une tantôt qui a dit que son père faisait ça. Fait que, là, on va donner la parole, Doc. On va réessayer une autre Sophie. Puis après ça, on pourra continuer. Bonjour, Sophie. Bonjour! OK. Sophie. Je voulais avoir un surnom un peu drôle. En tout cas, moi, je me suis fait souvent malaxer la nuque. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Par mon géniteur, puis ça fait en sorte que, comme, je suis pas capable qu'on me prenne par la nuque. Ouais. Je suis pas capable qu'on, genre, me masse à cet endroit-là. J'ai un blocage à cause de ça, là. Eh oui. Alors, il vous massait la nuque. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, Sophie, l'état dans lequel ça vous mettait de vous faire masser la nuque par votre géniteur? Je pense que ça me mettait mal à l'aise parce que comme c'est un endroit où, dans le fond, j'aimais me faire masser, mais c'était mon géniteur qui me le faisait. Sophie, vous aviez quel âge lorsqu'il vous massait la nuque? Ben, il l'a fait plusieurs fois, mais je dirais que ça a commencé quand j'avais peut-être 5 ans. Puis, tu sais, j'avais 20, puis il me le faisait encore, là. Oui. Maintenant, Fait que, à 5 ans, est-ce que vous vous souvenez dans quel état ça vous mettait lorsqu'il vous massait la nuque? Racontez-nous les premières expériences de massage de nuque par votre géniteur, s'il vous plaît. mais c'était toujours quand j'étais debout à côté de lui, puis qu'il parlait à un autre adulte. Mettons, j'étais à côté de lui, mais là, il me massait la nuque, puis là, je restais à côté de lui. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, je voyais ça comme de l'affection, mais c'est en vieillissant que j'ai commencé à avoir un malaise parce que j'attribuais ça plus à la sexualité. Oh, mais voyez-vous, parce que vous avez répondu, je n'étais pas capable, la masse, ça me mettait mal à l'aise. Non, Mhm. non, ça ne vous mettait pas mal à l'aise. Il le savait très bien, il vous a préparé très tôt dans la vie. Alors, à partir de quel âge, prenez votre temps, avez-vous commencé à ressentir un malaise avec le massage de la nuque par votre géniteur? Ben, je pense que c'est vers 7-8 ans. Racontez. Ben, c'est que je commençais à avoir peur de tous les hommes parce qu'il s'est passé quelque chose. Puis mon géniteur était au courant qu'il s'était passé un drame. Mais il y avait encore cette proximité-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, vous référez à quel incident? Je vous ai déjà appelé en tant que Kariane. Une agression faite à ma demi-sœur par l'ex de ma mère. Puis il était Oui. au courant. Puis à chaque fois qu'il se collait sur moi, puis je me braquais, il me disait « Pourquoi t'as peur? » Mais il me faisait pareil. Oui. Puis quand je voulais pas de câlin, on dirait qu'il ne pouvait pas forcer le câlin, ben, il mettait sa main sur ma nuque pour rester comme en contact avec moi, même si je disais non. Ouais. Fait que les câlins forcés se sont transformés en caresses sur la nuque forcée. Oui. Comme pour que je me dise genre, ah, mais tu sais, c'est pas un câlin, c'est pas grave, que je banalise ça moi-même vu que lui comme eu cette technique-là après. Sophie, c'était un geste hautement sexuel. Il vous tenait par la nuque. Oui. Jusqu'à quel âge qu'il vous a pris et tenu par la nuque? J'irais jusqu'à 20. Et pourquoi vous pensez qu'il vous attrapait et vous tenait par la nuque? Ben, pour montrer que j'étais à lui. Non. Comme par possession. Moi, je pense que Quand est-ce qu'un homme prend une femme par la nuque? quand il apaise. Pardon? Non. Non?
Non. Quel est le comportement le plus fréquent lorsqu'un homme attrape une femme par la nuque? Ben, c'est pour l'embrasser, je pense. Non, Je sais pas. c'est pour la fellation. Bye, Sophie. Bonne Bye. réflexion. Tout le monde a compris l'image. Il m'arrive d'avoir des propos picturaux. C'est-à-dire qu'ils vont... Pardon? C'était limpide, c'était très clair. Qui vont former dans la tête de beaucoup de personnes une image. Exact. Quand je dis que dans la nation canadienne-française, il y a beaucoup trop de sexualité active à différents niveaux intrafamiliales, je sais ce que je dis. C'est une peste. Et on n'a rien envié sur ce point-là à des tribus primitives. Donc, on va parler avec Cordonnier Malchaussé. Ensuite, ça va être au tour à Alexis 25. Alors, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Cordonnier Malchaussé. Bonjour. C'est le nom qui est écrit. Oui, Oui. bonjour. Vous m'entendez? Oui, Madame Sophie. Donc, moi, je faisais un appel rapide ce matin parce que je suis encore en cheminement, beaucoup, là, mais j'ai des petites questions pour m'enligner, si je peux me permettre. Déjà, je suis super mal à l'aise là, d'embarquer suite à des sujets comme ça. Moi, ça me met super mal à l'aise parler de sexualité encore plus devant plein de gens, là. Puis un jour, j'aimerais travailler là-dessus. Mais là, ce que je voulais savoir, c'est que... Non, continuez. Vous avez abordé un sujet. C'est quoi l'affaire? Avec quoi vous êtes mal à l'aise? Vous êtes super mal à l'aise parce qu'il y a eu des propos sexuels de prononcer. Allez-y. Oui, mais je suis pas C'est mal à votre l'aise filon. avec- Pardon? mon filon était de vous dire un autre point, mais je vous écoute, là. Non, c'est nous autres qui c'est vous qui avez commencé à dire que vous êtes super mal à l'aise parce qu'il y a eu des propos sexuels. En quoi Oui. ça vous rend mal à l'aise? Allez-y, on veut vous entendre. Ben parce que j'ai à parler, là, ça m'a rendu mal à l'aise, mais c'est parce que c'est que ça me gêne, en fait. Mais c'est pas l'émission qui me gêne ou c'est le contraire. Je suis contente parce que ça me permet d'aborder ça sous d'autres angles. Mais moi, parler personnellement de sexualité, c'est quelque chose qui me gêne depuis que je suis toute petite. Allez-y, Ben, racontez. je peux pas raconter beaucoup d'éléments parce que quand mes parents, voyons, quand mon père et ma mère essayaient d'en discuter avec moi, j'étais pas capable, puis je m'en allais, je me sauvais, puis eux, ils trouvaient ça drôle de voir que j'étais pas capable d'en parler, fait que ça bloquait pas mal là. Ils me disaient que j'allais finir par faire une bonne sœur. Mais de quoi il vous parlait quand il vous parlait de sexualité? Ben, il y avait pas, comme je vous dis, il n'y avait pas le temps d'aborder le sujet vraiment. Il me disait qu'il voulait. C'est comme une rencontre officielle. Là, mettons que j'étais dans ma chambre, ben, il venait me chercher. Ben, là, on voudrait discuter avec toi pour des propos. Je ne sais pas comment il formulait ça. C'était poli, c'était courtois, mais ça m'amenait ça d'une façon comme sérieuse. Puis, rendu assis à table, j'étais rouge comme une tomate, puis je n'étais pas capable de parler, là. C'était les deux. Ils se mettaient en équipe pour faire ça, là. Pour essayer de discuter avec moi, oui, ils se mettaient ensemble. Chacun de leur côté, ils ont déjà tenté aussi, sans que ça fonctionne. Ma mère, à l'adolescence, elle a réussi quand même à me parler un peu, mais mon père n'a pas tenté à ce moment-là, lui. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, les deux essayaient de me parler. Je n'étais pas capable. Sophie, nous sommes pendus à vos lèvres. Bien la question du doc. Je vous écoute.
Attends. Allez-y. De quoi voulait-il tant vous parler? Ben, qu'est-ce à part le mot sexualité, je sais pas quoi vous dire de plus. Les maladies transmises sexuellement, j'imagine que c'est de la protection. J'imagine que c'est de tout ça qu'il voulait me parler. Non, arrêtez. Non, l'imaginez, là. Wow! Vous n'êtes Ben, pas à bonne tribune, Sophie. Ben, Puis, c'est vous qui vous m'avez avez quel posé âge? Vous avez quel âge? 39 ans. Pardon? 39 ans. Êtes-vous sûr? Certaine, monsieur. Bon, OK. Alors, là, on reprend. À partir de quel âge que les zigotos venaient vous chercher dans votre chambre, vous asseoir à la table puis vous parler de sexe? J'ai pas le souvenir d'un âge précis. J'ai l'impression qu'au primaire, ouais, il essayait de discuter avec moi, les deux. Après le primaire, je pense que c'est juste ma mère. Oui. Au primaire, Oui. de quoi ont-ils essayé de vous parler? Ben, c'est pas que je veux pas vous répondre, M. Mailloux, c'est que je me sauvais. Je peux bien pas vous dire qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit. Là. Je voulais pas en entendre Qu'est-ce parler. qu'ils ont dit pour que vous vous sauviez dans votre chambre? Qu'ils voulaient parler de sexualité. Bon! Ben, Et vous, dans votre tête, à ce moment-là, au tout début, quelles images mentales aviez-vous? je voyais mes parents faire l'acte, fait que je voulais pas entendre. Merci, on va y arriver! Ah, allez-y, puis on va y Je arriver. voyais mes parents faire l'acte. Racontez, qu'est-ce que vous avez vu dans votre tête? Ah, j'ai tellement pas envie d'aller là. Je vous appelais pour dire d'autres choses. Oui, enlevez-vous les doigts dans le nez à 39 ans. Là, j'ai pas grand patience pour vous. Allez, 39 ans, le niaisage, ça a assez duré. Alors, je voyais mes parents faire l'acte. Comment vous imaginiez à ce moment-là que ça se passait entre les deux zigotos? J'imaginais que ça se passait comme dans les images que je voyais à la télévision dans les films. C'est-à-dire, concrètement, des détails. Écrivez-nous ça. Oui, des détails, ça a été long avant qu'elle regarde les détails, la madame. Sophie, mettez-vous dans la tête. Essayez de vous donner un âge. Vous êtes en quoi? En troisième, quatrième année? À quelle année scolaire êtes-vous? Pendant que ça m'a toujours rendu mal à l'aise. Fait qu'il faut que j'aille au plus loin que je suis capable de me rappeler, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Ben, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça dans ce sens-là, mais je voyais ça comme j'aime pas ça. Bestial, là, c'est le terme qui me vient. Je voyais ça comme. Mais savez-vous une chose, Sophie, la bonne nouvelle à matin? Allez-y. Vous êtes normal! Imaginez-vous donc que les êtres humains s'accoupent comme les mammifères, les animaux. Oui, ça va, mais alors, c'est un geste bestial d'accouplement? Oui. Je suis bien consciente de ça aujourd'hui, mais l'image que j'avais, c'était. C'est ça. Ben, vous aviez la bonne image, comme les animaux. Bon, ben, c'est parfait. Fait que, est-ce que je peux vous poser ma question après, même si je suis rendue rouge comme une tomate, là? Oh, écoutez, vous beurrez épais, à 39 ans. Êtes-vous mère d'enfant? Non, puis OK. Bon. Oui. Mon cher monsieur, je peux vous dire une chose. Une semaine, vous m'avez dans le collimateur, une semaine, ça va. Ça dépend de quand je vous attrape, vous. Oui. La question que j'avais aujourd'hui, c'était que j'ai cru comprendre en écoutant l'émission puis en essayant de m'auto-analyser que souvent, les enfants uniques, on a des... Ben, ça peut être aussi grave d'avoir eu beaucoup, beaucoup de protection que d'en avoir eu moins, disons. Que d'avoir été négligé, violenté. Oui, c'est vrai. Bon.
Puis, est-ce que ça pourrait m'expliquer des espèces de frustrations que j'ai de refouler? Est-ce que ça pourrait expliquer que j'ai des frustrations que depuis longtemps que j'ai jamais été capable d'expliquer? Excusez ma voix, je suis sensible. Quand j'ai les larmes qui montent, la voix me casse. Ah oui, ouais. Quoi, commencez pas à pleurnicher à 39 ans, là. Ça fait longtemps que vous avez passé ce stade-là. Allez-y, continuez. Faites bien ça. Alors, votre question, oui, est-ce qu'il peut y avoir des frustrations refoulées lorsqu'on est enfant unique? Oui, je veux savoir, qu'est-ce qui cause ça en tant que tel chez l'enfant unique? Vous ne serez pas surprotégé par moi, j'aime autant vous le dire, pas à 39 ans. Je l'entends de toute façon depuis le départ. Vous l'avez bien entendu. Oui, ça va, j'ai compris, mais ce que j'ai besoin, c'est de conseils pour passer à travers ça parce que aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller. Non, vous faites non. Vous faites tenir les minouches, là. Non, c'est terminé, ça. Bienvenue chez les adultes. On s'enlève les doigts dans le nez, correct? Allez mijoter ça, là, tout ça. Puis rappelez-nous un de ces quatre, c'est intéressant. Merci. Je vais aller étudier. Oui. Bye. Bye. Non, la pire chose qu'on peut faire, c'est qu'elle réclame, elle a été surprotégée, puis elle le réclame à 40 ans. Non. Wow! On t'a manipulé avec la surprotection. On t'a handicapé psychologiquement avec la surprotection. On ne continuera pas ça? Non. Là, je vais me permettre quelque chose, là, mais ça se peut-tu que quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, que c'est une façon aussi de rester là-dedans, dans une bulle, au lieu de travailler sur ce qu'elle a travaillé à comprendre? Là. Ben oui. Si Sophie s'en va voir une femme médecin dont l'instinct maternel est inassouvi, je peux t'assurer que jamais elle s'en sortira. J'ai bien dit, une femme médecin a l'instinct maternel inassouvi. Un des dangers qui guettent les fillettes surprotégées, c'est de passer leur vie à reproduire une relation où l'autre surprotège. Leurs amis, au travail, avec nous autres. T'as entendu par son ton de voix, écoute, c'est une demande attendrissante pour un élan de pitié incommensurable. Non, on n'embarque pas là-dedans. Disons que j'en mets un peu plus là, pour un peu caricaturer la situation. Mais vous aurez compris qu'il ne faut surtout pas faire ça. Non. On ne l'aidera pas à grandir en perpétuant l'attitude surprotectrice. Hey, elle a 39 ans. Wouhou! Chou! Je vais juste faire du chemin là-dessus. Parce que j'ai écouté une capsule vidéo ce matin sur un site, puis il parlait du sevrage du sucre. Là. Ça, c'est mon autre côté. Là. Puis c'était une intervenante, là, genre psychologue. Là. Puis c'est RN en anglais. C'est ça son titre, RN. Ça vous dit quoi? Ça? Registered Nurse. OK, bon, ben c'était ça. Infirmière licenciée. Bon, fait elle, cette personne-là, bon, le sevrage du sucre, là, c'est aussi pire que sevrer de la cocaïne. Ça, c'est comme démontré en laboratoire, etc. Et elle disait que la pire affaire pour quelqu'un qui veut changer d'alimentation, c'était de faire de l'apitoiement. Puis elle dit que là, c'est rendu un fléau dans notre société. On veut des thérapies pour ci, des thérapies pour ça. On veut se faire prendre en pitié. Fait qu'elle dit, les gens, ils se disent tout le temps quand ils ont des dépendances, « Oh, je fais pitié, je peux plus prendre ça. Oh, je fais pitié. » C'est un peu ça, là. On est un peu là-dedans, là. Pauvre toi! C'est ça. Ça, on s'en sort pas quand on pense comme ça, puis quand on s'apitoie sur soi. Et les femmes entre elles s'infantilisent comme c'est pas possible. La plupart des relations de grande amitié sont basées sur une relation dominant-dominé, mère-fille. C'est épouvantable.
Et ça peut même osciller. Un bout de temps, c'est une qui joue à la mère avec l'autre, puis l'autre bout de temps, c'est l'autre qui devient la mère. Alors, c'est évident que Sophie, à 39 ans, essaie de façon vraiment convaincante qu'on s'apitoie sur son sort. Mais c'est-tu épouvantable? Les deux chromos venaient la quérir dans sa chambre, puis là, elle s'enfuyait au moindre mot prononcé sur la sexualité. Et lorsqu'on lui demande des détails, non, tu sais, il y a une histoire, malheureusement, mal fagotée avec la chronologie. Oups, pas mal. Alors, ça n'aura pas de fin. Elle aurait pu nous embarquer là-dedans, là. Pauvre vous, c'est-tu épouvantable? Deux parents, ils se mettaient à deux, puis la petite est fille unique, elle était fillette, tu sais. C'est sûr que c'est pas chic comme situation. Deux maudits zigotos. Puis le bonhomme, il aimait ça. C'est sûr que Sophie, là, qui nous a appelé à 39 ans, lorsqu'elle était petite, là, elle devait être belle en cibole. Je t'en passe un papier. C'était une saprée belle fillette. Et le bonhomme, le genre, viens t'asseoir à la table, on va te parler de sexe. Je vais te montrer ça, moi. Je vais te la faire, mon éducation, ton éducation. Puis là, la bonne femme est là. Fait que, la petite, écoute, elle est complètement là. Elle avait des images, pour des raisons X, toute petite, toute jeune, 6, 7, 8 ans. Elle avait des images que l'acte copulatoire chez l'humain était bestial. Et calvaire, elle a vu des reportages à la télé, des singes, des chimpanzés qui s'accouplent, des gorilles, tu sais, des rhinocéros, des éléphants. Hey, as-tu vu un éléphant quand ça accouple? Je te mens pas, ça a 1 mètre de long. C'est gros de même, ça t'a tout qu'une maillotche. Les chevaux, c'est impressionnant aussi. Ben oui, il y a une affaire. Les chevaux, comme les humains, peuvent être membrés de façon fort différente. Il y en a des plus choyés que d'autres. Autant sur la longueur que sur la grosseur. Et est-ce que, comme les humains, les juments ont des préférences? Pas du tout. Pas du tout. Elles sont accueillantes envers quiconque. Et oui, et il y a même un éleveur qui m'a dit qu'à un moment donné, il y avait un maudit problème avec son étalon parce qu'il, lors de l'accouplement, il déchirait des vulves. Non, ça va jusque-là. C'est pas une blague, là, c'est vrai. Et OK. Poursuivons. Alexis 25, bonjour. Bonjour. Alexis. Je vous ai déjà appelé il y a quand même longtemps pour vous dire que, en fait, je rencontrais des femmes, puis à chaque fois, je m'en séparais, là, j'arrêtais la relation. Je commence par la fin. J'en ai rencontré une il y a 1 semaine et demie. Puis, suite à la première relation sexuelle, je comprends mieux pourquoi j'arrêtais toujours les relations. C'est que ça génère en moi un stress vraiment intense dans les jours qui suivent. Je deviens vraiment, vraiment stressé, comme si j'allais mourir presque. Puis, j'aimerais essayer de comprendre un peu plus ça provient d'où ça exactement. Vous faites bien d'appeler à 25 ans avec une problématique comme ça. Je veux juste dire quelque chose qui est arrivé hier. Oui. Dans cet état de stress-là, je regardais une vidéo, puis en tout cas, ils ont parlé du mot attachement, lien, authenticité. Ça l'a généré. J'ai parti à broyer pendant, je pense, 30 minutes. Comme à la réalisation du fait que j'ai jamais vraiment eu de lien avec ma mère ou mon père dans lesquels j'aurais pu être authentique en étant plus jeune. Continuez, vous êtes bien parti. En ce moment, je suis dans un état
encore, comme je vous dis, d'envie de mourir, vraiment un stress intense. Puis j'ai l'impression que la seule avenue pour moi avec cette femme-là, qui me plaît bien en tout cas, qui me plaît bien à date, va être encore une fois d'arrêter la relation puis de sacrer mon camp parce que ça devient Qu'est-ce difficile. que vous venez de dire à peine à mots voilés? Vous avez parlé de mourir. Qu'est-ce que vous venez de dire? Mais j'ai l'impression que ça me donne un stress qui me donne l'impression que je vais mourir. Expliquez-vous. C'est au niveau du ventre, là. C'est comme une boule qui est là du côté gauche, puis je me sens vraiment intensément stressé. Puis plus les jours passent, j'ai comme plus l'impression de m'habiter. Quasiment, on dirait, je deviens... Je suis conscient que je suis stressé puis que ça va pas, puis je sais c'est dû à quoi. Je sais que c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais... Non, la cause profonde, vous ne la connaissez pas, là, oubliez ça. Là. Non. Hmm. L'élément déclencheur, c'est la rencontre d'une femme. Oui. C'est l'acte copulatoire. Exactement. Bon. Parce que des femmes, vous n'avez vu, là, vous n'avez côtoyé en masse. Effectivement. Mais lorsque vous copulez une femme, ça déclenche quelque chose. L'acte copulatoire. Direct après. Mon comportement change. Racontez. Je deviens tendu, je deviens stressé. Pendant la relation sexuelle, aucun problème. J'ai aucun problème d'érection, ça va très bien. Ça dure longtemps. Mais après, j'avais hâte un peu qu'elle parte. J'avais besoin d'être seul, puis on dirait de réfléchir, mais ça me stresse. Tout de suite après, là, je deviens complètement bloqué. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Ben, le stress interne intense, oui. Concernant votre hâte qu'elle parte. Pour être seul et réfléchir. Ben, peut-être hâte qu'elle parte parce que je me sentais comme stressé interne. Je voulais pas qu'elle s'en rende compte, je pense. Non. Mauvaise réponse, j'ai l'impression. Non, ben, je suis pas sûr. Bonne question. Ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. J'ai hâte qu'elle parte pour être seule et réfléchir. Intéressant. Il n'y a aucune réflexion dans ce que vous dites. Pour avoir la paix. Oui. Pour avoir la paix. Si j'aime ça. Quelle paix? Ben, je suis quand même bien tout seul habituellement. On avait eu une relation sexuelle. C'était le fun. Mais avoir la paix. Ouais. Mais contrairement aux autres femmes que j'ai rencontrées avant, je la trouve intéressante, celle-là. J'aurais le goût de pas juste les utiliser comme pour avoir des relations sexuelles simplement. J'aimerais ça passer peut-être à l'étape suivante tranquillement. Parce que je suis écœuré. L'étape suivante qui est quoi? Créer un lien avec quelqu'un. Non. Terrifiant. C'est terrifiant, effectivement. Vous pensez que je me mens à moi-même en disant que c'est ça que j'aimerais faire? Ça va rager en dedans de vous? Ben, c'est ça que ça fait. Ça va se battre en dedans de vous? J'ai l'impression d'aller à l'encontre de quelque chose de gigantesque. Exact. Si c'est bien dit. Qui pèse à l'encontre, extrêmement lourd. L'impression d'aller à l'encontre, je l'écris,
de quelque chose de gigantesque. Continuez. Puis dès que je m'en vais, on dirait creuser dans ce... Ben, juste hier, le fait d'entendre le mot lien, créer un lien, attachement, me faire broyer, j'ai comme l'impression. Ça fait... depuis l'âge que je me souviens du plus jeune, ça doit être 3 ou 4 ans, j'ai toujours tout réglé tout seul, sans en parler à personne. J'ai jamais eu de parents à qui je pouvais confier quoi que ce soit parce qu'ils me battaient ou ben ils étaient... J'avais pas de lien avec eux. Fait que j'ai l'impression que ça m'a comme renfermé sur moi-même. Puis je me suis arrangé tout seul. Même avec mes amis, c'est extrêmement difficile de parler de mon état interne pour vrai. Là. Il n'y a pas grand personne avec qui je peux faire ça. C'est comme si créer un lien avec quelqu'un, avec une femme en plus, c'est aller à l'encontre de quelque chose de gigantesque qui est en dedans de moi. C'est comme ça que je le comprends. Continuez. Pourquoi dites-vous une femme en plus? Vous vous rappelez souvent que le lien avec la mère est très important. Ah ouais, je dis ça, moi. Je Ben oui. délire. Voyons, paquet d'hommes maintenant, puis de juges qui prétendent que le lien du père est aussi important avec le bébé que le lien de la mère. C'est un délire de ma part, ça, là. C'est un anachronisme. Je suis vieux. Je pense pas. Allez-y. Le vieux, oui, là, mais... Faut vous le donner. Ma mère n'était pas là pour me protéger du bonhomme. Elle s'est servie de moi comme petit mari. Elle était hypocrite, elle a été lâche. Il y a toutes ces affaires-là qu'on avait déjà soulevées dans des appels précédents. Puis vous m'aviez dit, quand vous rencontrez une femme, ben, vous voyez ça dans sa face. Hypocrite, lâche, faible, qui m'a utilisé pour comme un petit mari. Puis j'en aurais d'autres à nommer. Et qui vous a dompé. Elle est encore après moi, comment elle m'a dompé? Racontez. Ben, je vous ai raconté récemment que j'avais brisé la relation avec elle. Que j'avais mis un terme à ça. Ouais, mais elle vous a pas été infidèle à un moment donné? Ben, elle était avec mon père. Fait que pendant qu'elle venait se confier à moi, pendant que mon père était en dehors de la maison, par exemple, quand mon père rentrait, ben là, on se fermait. On parlait plus. Mon père était là. Je sais pas. Infidèle parce que c'est pas avec moi qu'elle copulait, puis c'était avec mon père. Je sais pas. Sentiez-vous rejeté? C'est dur à dire. Là. J'ai l'impression d'aller à l'encontre de quelque chose de gigantesque. Oui. C'est gigantesque en dedans de vous. Mon inconscient veut pas que j'aille là. Ouais. Ça va être toute qu'une bataille. Je n'ai qu'une question pour vous. Laquelle lâchez-vous? Ça sera pas compliqué. Je me rends compte que ces mécanismes de défense-là sont... L'alerte rouge est comme levée à l'intérieur de moi. Puis, est-ce que je m'en vais à ma perte en allant à l'encontre de ça? Ou si tranquillement, il y a moyen de continuer à fréquenter cette femme-là, puis peut-être de débloquer, j'ai du mal à saisir quoi faire, honnêtement. Alexis? Oui. À 25 ans, vous êtes confronté pour la première fois à votre liberté d'être. Je serai donc le dernier à m'interposer. Vous soulevez une question et nous allons demeurer à l'écoute de votre évolution. C'est bon.
Merci de m'avoir écouté. Je veux des nouvelles, Alexis. Vous allez en avoir. OK, merci. Belle fin d'émission. Déjà? Ben oui, il est déjà midi. J'étais toute concentrée. Mais vous avez le sens du timing. Vous avez fini ça à midi. Hein, je n'avais pas regardé l'heure depuis au moins 1 heure. Ouais. J'ai l'impression d'aller à l'encontre de quelque chose de gigantesque en moi. José, nous sommes choyés du niveau de confiance de nos appelants. Et chers spectateurs, vous l'êtes tout autant. Moi, je me sens privilégiée de voir les gens cheminer. Merci de votre confiance, tout le monde. On se quitte là-dessus. Oh! Vous avez vu passer? OK, je pensais que vous avez vu passer le commentaire parce qu'il y a un commentaire de Lucie, elle dit « On est loin de la radio en temps. » On va faire comme le doc. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui le dites. Bon week-end. J'aimais mon rôle à la radio, mais je préfère de beaucoup la formule Patreon. Oui. Merci. À lundi matin. Bye. Bye.